Vous en parlez, 6000 arrestations, plus de 160 morts. Mais que se passe-t-il au Kazakhstan ? Depuis plusieurs jours, ce pays d'Asie centrale est secoué par des émeutes consécutives à la hausse du prix du carburant. On apprenait ainsi que des dizaines de civils avaient été tués dans ces tumultes, dont un Israélien de 22 ans, Levan Koashvili, tué par balle vendredi soir alors qu'il circulait en voiture dans la ville d'Almaty. Il s'agit de la capitale économique du pays, pour rappel, là où les affrontements ont été les plus violents. Et c'est l'occasion ce matin, justement, avec vous, Christophe Dard, de revenir sur la situation dans ce pays autoritaire. Et après l'annonce de la démission du gouvernement et la suspension de l'accès à Internet sur le territoire, l'état d'urgence a été décrété dans tout le pays. Des troupes russes ont également été appelées en renfort à la demande du Kazakhstan, la Russie et les autres membres de l'organisation du traité de sécurité collective, dont l'Arménie ou encore la Biélorussie, ont parallèlement annoncé la semaine dernière l'envoi d'une force collective de maintien de la paix. Alors avant de parler de la situation, peut-être faut-il revenir dans l'histoire des 5 républiques d'Asie centrale devenues indépendantes avec la disparition de l'URSS en 91. Il faut rappeler que le Kazakhstan est de loin la nation la plus grande et la plus riche, notamment grâce à ses gisements de pétrole. La nation musulmane de 19 millions d'habitants abrite ainsi d'importantes ressources minérales, dont environ 3% des réserves pétrolières connues dans le monde. Seul problème, Christophe, la richesse n'est pas bien répartie cependant dans le pays. Oui, au Kazakhstan, le salaire mensuel moyen est d'un peu plus de 500 € et la corruption est endémique. Jamais toutefois depuis ce jour, le Kazakhstan n'avait connu de telles émeutes depuis son indépendance. S'il y a déjà eu des manifestations majeures dans le pays, comme en 2019 après l'élection de Kassim-Jomart Tokayev, aujourd'hui le peuple semble se réveiller véritablement. Ainsi, la suppression le 1er janvier du plafond du prix du gaz de pétrole liquéfié, c'est le carburant le plus utilisé dans le pays, semble avoir été l'élément déclencheur, car rapidement le prix du GPL a doublé. Et donc comme ce GPL est la principale source de carburant des voitures, la hausse de son prix a aussi entraîné celle des produits alimentaires, déjà à la hausse depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les manifestations étaient inévitables. Et la colère qui a atteint son apogée mercredi 5 janvier dernier, dès mardi soir dans la capitale Almaty, la police lançait des tirs de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène pour tenter de disperser une grande manifestation qui réunissait plusieurs milliers de personnes, d'où l'état d'urgence décrété par le président Kassim-Jomart Tokayev. Une crise sociale et une crise politique sans précédent au Kazakhstan. Quelques heures après l'état d'urgence, le président a donc accepté la démission du gouvernement, tandis que la mairie et la résidence présidentielle à Almaty étaient partiellement incendiées et que des manifestants s'emparaient de l'aéroport de la ville. Au fil des jours, les demandes des manifestants ont par ailleurs évolué. En plus de protester contre la hausse des prix du GPL, ils demandent désormais de pouvoir élire directement les responsables régionaux du pays, pour l'instant nommés par le président. Pour résumer, les manifestants demandent l'éviction des forces politiques qui ont dirigé le pays sans véritable opposition depuis l'indépendance du pays. C'était en 1991. De son côté, le gouvernement parle des opposants comme de groupes d'éléments criminels et à des terroristes entraînés à l'étranger. Une sévère répression a été mise en œuvre alors que les troupes russes aidaient à rétablir donc le contrôle de l'aéroport notamment et garder les bâtiments du gouvernement. Le président Tokayev a ordonné à ses forces de tirer pour tuer tous les manifestants qui ne se rendaient pas. Il y a eu d'autres punitions. Et en guise de répression, le Kazakhstan avait désactivé des pans entiers de son réseau Internet. L'objectif, c'est désorganiser les mouvements de contestation en les privant de moyens de communiquer, de se coordonner, mais aussi de limiter la circulation des informations vers l'extérieur du pays. Aujourd'hui, tout semble revenir à peu près à la normale, mais cet arrêt, bien sûr, a eu des conséquences, notamment sur la chute du Bitcoin, évalué à 12% pendant les violences, le Kazakhstan étant le 2e producteur de cette crypto-monnaie. Alors, intéressant de voir comment, du côté d'Israël, par ailleurs, on évalue la situation. Alors qu'on l'a dit, un jeune Israélien de 22 ans a été tué par un tir alors qu'il ne participait pas aux manifestations. Israël qui a indiqué, pour sa part, n'avoir pas l'intention d'évacuer ses compatriotes du Kazakhstan. Malgré ces troubles, ils ne sont pas du tout inquiets. Et nous entretenons de bonnes relations avec le Kazakhstan qui comprennent des liens politiques continus et d'importants liens économiques. C'est ce qu'a en effet déclaré Gary Koren, chef adjoint de la division Eurasie et Balkans au ministère israélien des Affaires étrangères. Le Kazakhstan est ainsi un fervent client de la sécurité israélienne, de la technologie israélienne en particulier, dans le domaine très important de la cybersécurité. Et du côté des juifs kazakhs directement, on semble aussi soutenir le régime de Tokayev. Le grand rabbin du pays a ainsi affirmé que les manifestants n'étaient peut-être pas en fait des Kazakhs, renforçant donc les allégations du gouvernement, disant que ça viendrait de l'extérieur. Aujourd'hui, de nombreuses familles juives kazakhs gagnent bien leur vie dans le pays d'ailleurs et ne s'affranchissent complètement
vraiment de la politique. Et s'ils y sont contraints, vous pouvez vous attendre à ce qu'ils soutiennent le gouvernement. C'est ce qu'affirme chez nos confrères du Times of Israel, Zev Levin, expert en Asie centrale à Jérusalem. Selon lui d'ailleurs, le risque d'attaque contre les Juifs dans le pays est faible, voire inexistant. Les taux d'antisémitisme, même en temps de paix, sont également très faibles au Kazakhstan. Et il y a ainsi aujourd'hui au Kazakhstan 8 synagogues tout au long des guerres civiles qui ont déchiré les républiques d'Asie centrale au cours des dernières décennies. Les sites du patrimoine juif ont été largement laissés seuls. C'est ce qu'indique également donc ce spécialiste Zev Levin. Un mot aussi du grand rabbin de Russie, Berel Lazar, qui entretient d'ailleurs des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine. Il a pour sa part qualifié l'intervention militaire étrangère de développement positif. Toute force qui peut arrêter la violence est bonne. Ensuite, il y aura des discussions sur la démocratie et la volonté du peuple. Déclaration sans équivoque du rabbin Lazar, la communauté juive qui ne semble donc pas touchée par les troubles qui secouent actuellement le Kazakhstan et qui inquiètent pourtant la communauté internationale et en particulier bien sûr la Russie et les États-Unis. Les États-Unis qui ont accusé, vous le savez Ilana, la Russie peut-être en quelque sorte de représailles si la Russie continue à stationner des troupes au Kazakhstan comme on a pu le voir ces derniers jours. Et oui, la situation s'est en tout cas stabilisée. On dénombrait quand même hier 164 morts dans le pays, plus de 5000 personnes arrêtées, plus de 100 commerces et banques ont été pillés, plus de 400 véhicules détruits. C'était donc la situation au Kazakhstan. Important d'en parler de ce pays d'Asie centrale dont finalement on parle peu dans les médias français, qui ne fait pas la une de l'actualité, mais c'était important peut-être de faire un point à propos. Merci beaucoup Christophe Dard, vous restez avec nous, 7h25, l'information continue dans un instant avec Pascal Zonshine, le Zoom Israël de Pascal. On reviendra sur la situation sanitaire en Israël et puis à suivre comme tous les matins 7h40 la chronique de Judith Mergui, Judith qui nous a d'ores et déjà rejointe en studio. Et puis juste après Judith, c'est le retour de Christophe Barbier et l'invité politique de Christophe Barbier ce matin, c'est Nadia et ministre déléguée à la ville. Évidemment, vous pouvez retrouver tous ces programmes en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre page YouTube. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.